L'affaire d'aujourd'hui est l'une de celles qui nous révoltent du début à la fin. On en arrive même à cette scène ici. Je veux juste voir votre fils. Ne me touchez pas, sinon je vous frappe. Je ne le fais pas. Restez loin d'elle. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous déranger. Je souhaite parler à votre fils. Et découvrir pourquoi il a tué ma fille. Quand une mère d'une jeune fille qui a été assassinée confronte la mère du possible assassin devant la prison, lorsqu'elle va rendre visite à son fils, il se passe ça. Préparez-vous pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous penserez que le coupable est une personne proche de la victime, mais vous découvrirez que le vrai coupable, c'est le système carcéral défaillant et idéologique. Ceci est l'histoire d'Amber Dubois et aussi de Chelsea King. Salut à tous, je suis Su, bienvenue sur la chaîne. Si, comme moi, vous aimez les histoires bizarres, les crimes réels, les théories du complot et toutes ces choses étranges et folles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et aimer, commenter, partager, parce que tout cela nous aide ici sur la chaîne. D'accord ? Allez, on passe à la vidéo. Nous allons d'abord découvrir le personnage principal de l'affaire d'aujourd'hui, Amber Dubois, 14 ans qui vivait à Escondido, petite ville de Californie aux États-Unis. On disait d'elle qu'elle était très intelligente, calme et assez introvertie, préférant rester dans son monde. Elle aimait lire, avait d'excellentes notes et n'avait pas beaucoup d'amis proches. Elle avait une immense passion pour les animaux. Les personnes introverties ont souvent un lien très fort avec les animaux. Elle n'était ni une adolescente fugueuse ni rebelle. Ce n'était pas le genre à disparaître de son plein gré, bien au contraire. En fait, Amber avait une routine, elle était responsable, elle avait des projets. Elle voulait avancer sa remise de diplôme au lycée pour entrer plus tôt à la faculté des sciences marines. Regardez ça. Et à ce moment-là de sa vie, elle était particulièrement enthousiaste à propos d'une chose. Un projet scolaire où elle aurait la chance d'élever un agneau. C'est ça. L'école avait un partenariat avec une ferme locale et elle serait responsable de l'élevage. Elle avait tout recherché à ce sujet, acheté plusieurs livres, consulté des sites vétérinaires et d'élevage d'animaux à la recherche d'informations. Elle se préparait vraiment, tu sais, elle était tellement impliquée qu'elle avait même déjà donné un nom à l'agneau sur Internet et avait marqué la date où elle allait rencontrer l'animal sur le calendrier avec un dessin d'agneau. Et c'est là qu'entre un détail qui rend tout cela encore plus cruel. Le jour où Amber a disparu était justement le jour où elle allait rencontrer l'animal. Autrement dit, c'était un jour important pour elle, un jour qu'elle attendait depuis longtemps. Et ce jour-là, c'était le 13 février 2009. Selon sa mère, Carrie, ce matin-là, Amber était super heureuse, excitée et reconnaissante. Elle a remercié pour l'agneau, affirmé aimer sa mère et tout laissé croire à une journée ordinaire, mais ce ne fut pas le cas. Sa mère est partie travailler, laissant Amber avec son petit ami, Dave, qui était en fait comme un compagnon puisqu'ils étaient ensemble depuis de nombreuses années et vivaient ensemble. Et Dave considérait Amber comme sa propre fille. Propriétaire d'une entreprise de construction, il se préparait chez lui pour aller travailler. Il dit qu'il a donné de l'argent à Amber pour payer l'agneau à la ferme. Elle est partie à l'école et lui est parti travailler. J'ai rempli le chèque pour l'agneau et je suis entré directement ici, et Amber était assise par terre, juste là. Elle mangeait un bol de céréales et j'ai dit « Chérie, voici ton chèque pour l'agneau. À plus tard, je t'aime. » Puis je me suis retourné, je suis sorti par la porte et j'ai continué ma journée. Vers 16h, Carrie était au travail et comme d'habitude, elle attendait un appel de sa fille pour lui dire qu'elle était bien rentrée à la maison. Mais à la place, son petit ami Dave l'appelle pour lui dire qu'Amber n'est pas rentrée de l'école. Le cœur d'une mère rate alors presque un battement, n'est-ce pas ? Aussitôt, elle demande à Dave de prendre la voiture et d'aller la chercher. Dave se rend donc à cette fameuse ferme. Peut-être qu'Amber s'était perdue parce qu'elle était excitée par son petit agneau, je ne sais pas, mais elle n'était pas là. Il conduit dans d'autres endroits de la ville où il pensait qu'elle pourrait être. Mais tu vois, rien non plus. Alors, il va à l'école, parle avec le directeur, mais ensuite il reçoit une information qui, tu vois, change tout. Le directeur, un peu perdu et l'air un peu inquiet, parle à Dave. Amber n'est pas venue à l'école aujourd'hui. Elle était absente. Et Carrie sent aussitôt qu'il s'est passé quelque chose de grave. Parce que, selon elle, il n'y avait absolument rien qui aurait pu faire manquer l'école à Amber, surtout ce jour-là. D'abord, parce qu'Amber adorait tout simplement l'école. Pour te donner une idée, elle n'avait jamais manqué l'école. Même malade, la fille refusait de manquer l'école. Deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, c'était le jour où elle allait rencontrer l'agneau dont elle allait s'occuper pour le projet de l'école. C'était le jour qu'elle espérait le plus depuis des mois.
Donc, dans la tête de cette mère, il n'y avait aucun doute que quelqu'un avait emmené sa fille. Mais à ce moment-là, il y avait encore des gens qui pensaient que c'était exagéré, que c'était trop tôt pour imaginer le pire. Parce qu'un adolescent, parfois, fait ce genre de choses, n'est-ce pas? Une mère ressent les choses, n'est-ce pas? Carrie a senti que quelque chose n'allait pas. Peu de temps après, Dave contacte la police et Carrie commence à mobiliser des gens de son côté. En peu de temps, des amis, des voisins, des connaissances cherchaient déjà Amber de porte en porte, distribuaient des tracts et collèrent des affiches dans toute la ville. Même si toute cette mobilisation s'est produite relativement rapidement, seulement environ 30 minutes après qu'il se soit rendu compte qu'Amber avait disparu, il y a en fait un détail extrêmement angoissant. La famille venait tout juste de se rendre officiellement compte qu'Amber avait disparu. Mais en réalité, elle était probablement déjà portée disparue depuis presque 9 heures. 9 heures, mes amis. De nombreuses choses peuvent arriver en si longtemps et dans ces cas, chaque minute compte. Le lendemain, toute la communauté s'est mobilisée. Mais pendant que la famille lutte contre le temps, Carrie doit encore faire face à un autre problème. La police elle-même ne traitait pas l'affaire avec la gravité que Carrie pensait nécessaire. Car au début, les enquêteurs pensaient qu'Amber s'était enfuie. Alors, ils perdent du temps à chercher chez des amis, à essayer de découvrir si elle était sortie avec un garçon, à vérifier les endroits où les adolescents ont l'habitude d'aller. Même si Carrie insistait sur le fait que cette possibilité n'existait pas, les policiers n'étaient toujours pas concentrés sur les recherches. Ils pensaient que c'était juste une adolescente rebelle de plus et qu'elle réapparaîtrait bientôt. Mais rien de tout cela ne correspondait à Amber. Amber était une élève exemplaire, elle n'avait jamais manqué l'école, elle n'avait pas le profil d'une fugueuse. Il n'y avait aucun signe qu'elle avait décidé de disparaître. C'est alors que la police a finalement décidé d'examiner sa chambre de plus près. Ils lisent que son journal intime, fouillent son ordinateur, consultent l'historique de navigation et découvrent quelque chose d'important. Carrie avait raison. Amber aimait lire, elle avait peu d'amis, elle n'avait pas de petite amie, elle n'était pas en contact avec des inconnus sur Internet. Les sites qu'elle consultait concernaient surtout les animaux, donc rien n'appuyait la théorie de la fugue. Les enquêteurs ont finalement accepté l'idée qu'Amber avait été enlevée. Tu vois, c'est ça. À ce moment-là, la police décide d'interroger la famille. Et parmi les personnes interrogées, il y a Dave, le petit ami de la mère d'Amber, qui faisait déjà partie de la vie de la jeune fille depuis de nombreuses années. Selon lui, Amber était comme une fille pour lui, sauf que pendant sa déposition, son comportement commence à paraître un peu étrange. Dave et Carrie étaient ensemble dans la salle d'interrogatoire lorsque le policier a demandé à Dave ce qu'il avait fait ce jour-là. Carrie s'attendait à entendre une routine normale de la part de son compagnon. Il a dit qu'il était parti travailler, rester dehors toute la journée, puis rentrer et constater l'absence d'Amber. Mais ce n'est pas ce qu'il a raconté, tu verras. Dave a dit avoir commencé la journée normalement. Après le départ de Carrie, Amber, très excitée, parlait sans cesse de l'agneau. Il a signé le chèque dont elle avait besoin pour payer l'animal et il est parti. Jusqu'ici tout va bien, n'est-ce pas mes amis? Sauf qu'après, le reste de sa routine commence à devenir étrange, parce qu'il a raconté qu'il avait décidé de prendre sa journée de congé. Comme ça, sans raison apparente. Et comme il était le patron, il a simplement décidé de ne pas travailler ce jour-là et il n'en avait pas parlé à Carrie. C'est bizarre, non? Attendez, ça va empirer. Il n'a pas répondu à l'appel de l'école signalant l'absence d'Amber ce matin-là. Les professeurs ont trouvé ça étrange, puisqu'elle n'avait jamais manqué un seul jour, mais il n'a pas répondu ni rappelé. Ensuite, vers l'heure du déjeuner, il s'est présenté au travail de Carrie avec des chocolats et des fleurs pour sa compagne. Après tout, c'était la Saint-Valentin. Carrie a trouvé ça sympa mais étrange, car il ne fêtait jamais la Saint-Valentin. En plusieurs années, Dave ne lui avait jamais offert de cadeaux ni été aussi romantique. Très étrange à mon avis, mais attends, ça va empirer. Il a quitté le travail de Carrie pour aller seul au cinéma cet après-midi-là. Franchement, regardez cette succession d'événements, non? Dans une situation comme celle-ci, rien de tout cela ne semble normal et Carrie s'en rend compte tout de suite. Pendant qu'il racontait à l'enquêteur ce qu'il avait fait ce jour-là, Carrie restait stupéfaite. Complètement bouche bée, elle en est arrivée au point qu'à la fin de la déposition, elle a tout simplement dit à la police qu'il devrait arrêter Dave, immédiatement. Il était clair qu'il était impliqué dans la disparition de leur fille. On était là avec les détectives et tout, et il racontait ce qu'il avait fait ce jour-là, et moi j'étais là genre, arrêtez-le tout de suite. Imagine l'ambiance tendue dans la salle d'interrogatoire. Mais un comportement étrange n'est pas une preuve, et sans preuve concrète, la police ne pouvait pas le détenir. Mais la méfiance de Carrie ne fait qu'augmenter quand elle se rend compte que Dave avait omis un détail important. Quand il était là, en train de parler avec le policier, il a dit que lui et Amber ne se parlaient plus vraiment depuis environ 1 mois. Apparemment, leur relation n'était pas si harmonieuse que ça à la maison, non. Selon lui, c'était des conflits normaux de la vie commune.
D'après Carrie, la relation était bien plus tendue que ça, et la raison des disputes et des bagarres est surréaliste. Il se trouve qu'Amber aimait rester dans sa chambre à lire, elle n'interagissait pas beaucoup avec la famille à la maison. Après tout, c'était une personne introvertie, n'est-ce pas? Faute d'un meilleur terme, elle était un peu geek, et Dave était un homme simple, brut, et il n'aimait pas ça. Il pensait qu'elle devrait participer davantage à la vie de la maison. Il a même retiré la porte de sa chambre pour éviter qu'elle ne s'isole totalement à la maison. Ce genre de détail rend la situation très inconfortable, n'est-ce pas? Et il y a encore plus. Peu de temps avant la disparition, ils s'étaient apparemment réconciliés. Dave avait même emmené Amber dans une librairie pour acheter des livres. Moins de 24 heures après cette trêve, elle disparaît. Je ne sais pas, mais franchement, c'est un peu bizarre tout ça. Carrie panique et la situation empire encore lorsqu'elle range la chambre de sa fille et aperçoit un collier accroché au lit. Elle était certaine que sa fille portait ce collier le jour de sa disparition. Elle était sûre de l'avoir vu avec lorsqu'ils prenaient le petit déjeuner avant qu'elle parte travailler. Elle pense qu'il s'est passé quelque chose à la maison, qu'Amber n'est peut-être jamais allée à l'école. Ce jour-là, Dave a fait quelque chose avec elle et a fait disparaître le corps. Désespérée, elle va à la police en pleurant, suppliant qu'ils fassent une perquisition à la maison. La police y va, fouille partout, mais encore une fois, il manque des preuves concrètes. Ne supportant plus cette situation, Carrie prend sa fille cadette et quitte la maison. Elle est allée vivre chez une amie. Elle-même a dit qu'elle ne pouvait plus partager la maison avec un homme qui, dans sa tête, avait peut-être fait quelque chose contre sa fille. Et Dave est resté là, seul, dans cette grande maison, accusé par sa propre compagne d'avoir fait quelque chose contre sa belle-fille. Dave continuait de nier avec véhémence toutes les accusations, mais Carrie ne voulait rien entendre. Elle était concentrée sur la recherche de sa fille et accusait publiquement son petit ami d'être impliqué. Dave a sombré dans la dépression, incapable de travailler, et son entreprise de construction a fait faillite. Une telle tragédie peut tous nous détruire, n'est-ce pas mes amis? Les mois passent, Amber reste introuvable. À un certain moment, un espoir surgit lorsqu'une femme d'une ville voisine contacte Carrie pour offrir son aide. Elle avait vu le site que Carrie avait créé sur la disparition de sa fille et a dit qu'elle possédait un chien. Dressée pour suivre des pistes sur de longues distances, Carrie rassemble quelques objets personnels portant l'odeur d'Amber, comme des vêtements usagés et une brosse à cheveux. Et la femme arrive avec ce chien pisteur. Quelques policiers se joignent aux recherches. L'animal suit l'odeur d'Amber et conduit la recherche jusqu'à la communauté indigène de Pala, dans le désert, au nord de la ville d'Escondido. Bien que le chien ait indiqué avec beaucoup de certitude que l'odeur d'Amber menait vers cette région, une fois arrivé là-bas, il n'a pas pu indiquer un endroit précis. Les policiers étaient très sceptiques. C'est parce que les pistes olfactives des victimes disparaissent généralement environ 10 jours après. Mais 6 mois s'étaient déjà écoulés et ce chien arrivait encore à sentir l'odeur. Mais au lieu de perdre espoir, en réalité, Carrie voit cela comme une autre possibilité. Et si cette trace, cette piste que le chien suivait, était récente? Et si Amber était encore en vie? C'est cet espoir qui fait mal, parce que tu veux y croire. Mais tu sais aussi que le temps passe, que les chances sont minces. Au final, cette piste n'a pas mené à une réponse définitive et tout est revenu à la case départ. Mais le temps passe et une année entière s'écoule sans aucune solution. Pour le premier anniversaire de la disparition, un événement est organisé à l'école pour récolter des fonds et poursuivre les recherches. Et ce même jour, la police informe Carrie qu'il n'y a eu absolument aucun progrès dans l'affaire et que pour cette raison, les recherches officielles sont désormais terminées. Carrie est dévastée. La ville tente de reprendre une vie normale, mais Carrie n'y parvient pas, n'est-ce pas? 2 semaines plus tard, un rebondissement survient. L'amie de Carrie, avec qui elle vivait, entre en courant dans la chambre en disant « Une autre jeune fille a disparu », d'une manière très similaire à Amber, tu vois. Elle s'appelait Chelsea King. Chelsea avait 17 ans, elle faisait partie de l'équipe d'athlétisme de l'école, c'était une athlète remarquable. Son objectif était de faire carrière dans le sport et d'obtenir des bourses universitaires grâce à l'athlétisme. Elle a disparu alors qu'elle courait dans le parc communautaire de Rancho Bernardo, elle a laissé sa voiture et ses affaires derrière elle et n'est jamais revenue. Encore une jeune fille, pleine de vie, disparue soudainement. À ce moment-là, Carrie ne savait pas grand-chose sur l'affaire, mais sa réaction a été immédiate. Elle a voulu aider, car seule une mère qui a vécu cela, c'est l'enfer que cette famille commençait à traverser. Carrie se rend au centre de recherche et fait la connaissance des parents de Chelsea, Kelly et Brad King, et c'est là qu'un lien très fort naît entre les deux familles. Carrie, forte de son expérience en organisation de recherche,
mobilise tout le réseau de contacts constitué lors de la recherche d'Amber. Pour amener plus de volontaires à aider la famille King, des centaines de bénévoles, amis de Carrie, viennent prêter main forte. C'est formidable, n'est-ce pas? En peu de temps, une piste cruciale apparaît. La culotte et les chaussettes de Chelsea sont retrouvées près d'un sentier. La mère de Chelsea s'effondre en apprenant cette découverte. Elle reconnaît les vêtements de sa fille. Ils les remettent à la police scientifique pour trouver des indices. C'est horrible. Alors, quelques jours plus tard, les résultats de l'ADN trouvés sur les vêtements de Chelsea arrivent, et là, tout change. 2 ADN sont retrouvés sur ses sous-vêtements, le premier est celui de Chelsea elle-même, et le second est celui de John Albert Gardner. Et c'est maintenant que tu vas être encore plus en colère. Il était déjà un criminel connu, qui avait fait beaucoup de mal à des personnes très jeunes. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que si je dis certaines choses d'ici, Papa YouTube nous punit encore. Et à cause d'une erreur, il n'était pas sur la liste des criminels prédateurs de cette région. Officiellement, son adresse de surveillance pour la police était dans une autre ville. Mais il vivait chez sa mère et se cachait depuis longtemps, et personne de la police n'est allé vérifier. En plus de cela, il avait déjà violé les conditions de sa liberté conditionnelle, et malgré cela, il a été maintenu en liberté par des juges complaisants. Tout cela était une grande défaillance du système, qui a permis à un criminel dangereux de rester libre comme l'air. Vous voyez, n'est-ce pas mes amis? La police met en place une task force et arrête Gardner. Dès qu'il l'arrête, il l'emmène directement pour l'interroger. Selon les enquêteurs, il était froid, arrogant, sans montrer la moindre émotion, niant tout le temps son implication dans la disparition de Chelsea. Il pose alors une photo de Chelsea devant lui pour observer sa réaction. Il hausse simplement les épaules, ne montre aucune émotion et dit qu'il n'a jamais vu cette fille de sa vie. Les enquêteurs insistent avec leurs questions pendant des heures. Ils annoncent une pause, quittent la salle et le laissent seul, mais ce n'en est pas une. C'est une tactique d'interrogatoire. Quand Gardner se retrouve seul, il prend la photo et commence à parler tout seul. Il regarde la photo et dit « Swavada, tu vas ruiner ma vie ». Il commence à parler comme ça, tout seul, avec la photo. C'est à ce moment-là que les enquêteurs ont eu la certitude qu'ils étaient face à la bonne personne. Mais là, il y a un détail encore plus troublant. Après la reprise de l'interrogatoire, Gardner continue de nier toute implication et mentionne même spontanément le nom d'Amber Dubois. Comme ça, sans raison. Il dit que la police essaierait probablement de lui mettre cette affaire sur le dos aussi. Et quand il prononce le nom d'Amber sans que personne ne lui pose de questions à son sujet, l'esprit des enquêteurs va directement à la pire des possibilités. Est-ce que le même homme était derrière les 2 affaires? Mais il y a ce truc, n'est-ce pas? Pas de corps, pas de crime, même s'il y avait des traces d'ADN de lui sur la culotte de Chelsea et que son comportement était suspect. Lors de l'interrogatoire, les enquêteurs savaient que s'ils ne trouvaient pas le corps, il serait très difficile de condamner John pour meurtre. Environ 3000 bénévoles se sont joints aux recherches pendant environ 5 jours. Mais tu vois, rien, aucune piste n'apparaissait. Alors, les enquêteurs décident d'organiser une réunion avec les procureurs pour voir s'il serait possible d'accuser et d'inculper John, même sans avoir retrouvé le corps. Pendant qu'ils discutaient des possibilités, le téléphone portable de l'enquêteur principal a sonné. C'était la nouvelle qui allait tout changer. Le FBI avait trouvé un corps près du lac Rogers. C'était la confirmation que Chelsea était morte. La douleur de la famille est dévastatrice. La colère aussi. Le pire jour de nos vies, et il n'existe pas de douleur plus profonde que celle que nous avons ressentie face à l'abîme du désespoir. Je ne savais pas qu'il était possible de haïr quelqu'un, et il y avait quelqu'un sur cette planète que je détestais vraiment. Je voulais juste le tuer. Et ici, je vais vous lire le témoignage que le frère de Chelsea a donné. Je pensais vraiment que j'étais assez libérale, je croyais que tout le monde pouvait changer et que tout le monde méritait une seconde chance. Mais quand je me suis assise dans ce tribunal avec John, l'assassin de ma sœur, toutes mes idéologies se sont retrouvées bouleversées. Je le détestais, tout en lui m'insupportais, je ne le voyais même pas comme un humain, seulement comme une abomination de méchanceté et de violence. À ce moment-là, j'ai finalement cru que le mal suprême mérite la punition suprême. Et Kim est encore plus maléfique qu'un violeur et meurtrier d'enfants. Avec Gardner en prison et la confirmation de la mort de Chelsea, le parquet voulait la peine de mort, la famille Kim aussi. Et sincèrement, on peut parfaitement comprendre, non? Moi aussi j'aurais voulu que ce monstre soit expédié pour aller s'asseoir sur les genoux du diable rapidement. Mais il y a un problème. Et Amber? À ce stade, la police avait déjà écarté Dave comme responsable, même si certains détails ont été vérifiés et expliqués. Dave prenait parfois des congés sans prévenir sa petite amie,
faisant croire qu'il partait travailler alors qu'il se promenait simplement. Alors, Garner devient le principal suspect, également dans la disparition d'Amber. Mais si jamais il était condamné et exécuté sans collaborer, peut-être que la famille d'Amber ne saurait jamais ce qui lui est arrivé. Et c'est là que l'histoire prend une tournure profondément humaine. Même en vivant la pire douleur possible, la famille Kim accepte de renoncer à la peine de mort pour que la famille d'Amber puisse avoir des réponses. Regardez, les procureurs proposent un accord à Garner en échange d'aveux et de la localisation des restes d'Amber. Il n'écoperait pas de la peine de mort, mais serait condamné à la prison à perpétuité. Franchement, c'est d'une telle grandeur que sincèrement, ça émeut, non? Parce qu'ils avaient tout à fait le droit de vouloir la peine maximale, mais ils ont choisi de donner à l'autre famille la chance de retrouver les restes de leurs proches. Enfin, pouvoir tourner la page. Carrie dit que lorsqu'elle a appris cela, elle a fondu en larmes parce que selon ses propres mots, les Kim lui ont offert la clôture dont elle avait besoin. Une fois l'accord conclu, Garner emmène les enquêteurs dans une zone au nord d'Escondido. Et là, un autre détail effrayant apparaît. C'était la même région où Carrie s'était déjà rendue des mois auparavant avec le chien renifleur, cette réserve amérindienne. Garner désigne un morceau de terre retourné sur une pente. L'équipe commence à creuser et cela ne prend pas longtemps. Là, ils trouvent les restes d'Amber. Son corps était déjà dans un état avancé de décomposition, mais elle a été identifiée grâce à ses dossiers dentaires. Aussi terrible que soit cette issue, Carrie a dit que c'était comme si un énorme poids avait été enlevé de ses épaules. Mais malgré tout, il manquait encore quelque chose. Et alors, j'aimerais savoir si vous auriez eu la même attitude et le même désir que cette mère. Elle voulait savoir précisément ce qui s'était passé et entendre en détail la peur vécue par sa fille. Vous aussi, vous aimeriez connaître ces détails horribles? Dites-le nous dans les commentaires. Elle a contacté les avocats de John, mais il refusait de rencontrer Carrie. Et il a aussi dit que l'accord était seulement pour avouer et indiquer où se trouvait le corps, qu'il n'avait aucune obligation de donner des détails à qui que ce soit. Sans issue, Carrie prend une mesure extrême. Elle se rend à la prison et attend dehors pour aborder la mère de John lorsqu'elle allait rendre visite à son fils. Les images de cette confrontation sont très tendues. Carrie précise qu'elle ne veut pas de spectacle. Elle veut des réponses. Elle veut comprendre pourquoi cet homme a tué sa fille. Je veux juste rendre visite à votre fils. Désolée, ne me touchez pas, je vous en prie. Marteau. Peut-être que vous devriez être avec votre fils et découvrir pourquoi il a tué votre fille. La mère de John ne dit rien et passe son chemin, mais apparemment, elle transmet le message à son fils. Parce que le lendemain matin, Carrie reçoit l'autorisation de le rencontrer en prison. Et honnêtement, je ne sais pas d'où cette femme a tiré cette force. Elle s'assoit en face de l'homme qui a tué sa fille de 14 ans et lui demande de raconter, étape par étape, ce qui s'est passé ce jour-là. Selon Carrie, John répond à toutes les questions avec tous les moindres détails, même si elle a entendu des choses horribles. Une chose l'a particulièrement touchée. Il a raconté qu'Amber s'est beaucoup battue, aussi bien verbalement, en criant et en insultant, que physiquement. Elle a résisté et s'est battue pour sa vie jusqu'au bout. Aussi dévastateur que cela puisse être, savoir que sa fille a réagi donne à Carrie une sorte de force. Au bout du compte, cette mère a encore eu la force de pardonner à John Gardner. Elle dit qu'elle l'a fait non pas pour lui, mais pour réussir à continuer à vivre, pour réussir à rester une mère pour sa fille cadette, parce que porter cette haine pour toujours finirait par détruire tout ce qui lui restait. C'est fou, n'est-ce pas? Je n'ai pas oublié ce qu'il a fait, mais je lui ai pardonné. J'ai besoin d'être la mère de mon autre fille, et garder toute cette haine en moi ne m'apporterait rien de bon. Après que Dave ait été officiellement innocenté de toute implication, lui et Carrie finissent par se rapprocher à nouveau. Plus tard, ils se marient, mais la vie de Carrie ne sera plus jamais la même. Après avoir vécu si longtemps entourée de recherches, de chiens renifleurs et de secours, elle se rend compte qu'elle peut transformer sa douleur en aide pour d'autres familles. Inspirée par le chien qui a aidé lors des recherches pour Amber, Carrie adopte une chienne et lui donne le nom d'Amber en hommage à sa fille. Avec le temps, l'équipe Amber Red Time de sauvetage Amber voit le jour. Elle a formé des bénévoles ainsi que des chiens renifleurs pour aider dans les cas d'adolescents disparus. Son équipe a déjà aidé à retrouver plusieurs adolescents perdus. Et même le corps d'une adolescente, ce qui a permis de résoudre le crime et d'arrêter le meurtrier. La famille King transforme la douleur en lutte pour le changement et s'engage davantage en politique. Le jour de la condamnation de John, ils annoncent une campagne pour durcir les lois contre les crimes commis par des groupes plus violents.
Parce que, dans ce cas, il était clair que le système avait échoué de manière grotesque. John Garner était un criminel bien connu. La propre évaluation psychologique faite en prison lorsqu'il avait été arrêté pour s'être imposé à une jeune personne. Elle disait qu'il représentait un danger pour la société, qu'il avait de grandes chances de récidiver et qu'il serait impossible de le réinsérer socialement. Mais malgré tout, il a été libéré, tu te rends compte? Même John lui-même a dit qu'il ne pouvait pas se contrôler, qu'il devait rester en prison, sinon il allait recommencer à tuer quelqu'un. Je suis comme un animal, exactement comme ils l'ont dit. Je suis un animal et je ne veux jamais être libéré. Je vais tuer. Je suis du genre qui doit rester enfermé pour toujours. De cette mobilisation est née la Chelsea's Law, une loi adoptée en 2010 qui a durci les peines pour ce type de crime dans l'État de Californie. Après cela, la famille King continue d'agir à travers la Chelsea's Light Foundation en collectant des fonds pour offrir des bourses d'études aux jeunes et en luttant pour que la loi Chelsea soit adoptée au niveau national, afin que d'autres familles ne vivent pas le même enfer qu'ils ont vécu. Au final, ce qui reste de cette affaire est un mélange très lourd de tristesse, de révolte et d'impuissance. De la révolte parce qu'on parle de deux jeunes filles, Amber avait 14 ans et Chelsea en avait 17. Deux vies interrompues beaucoup trop tôt, de la révolte parce qu'il y avait des signes, de la révolte parce que le système a échoué, de la révolte parce que ces tragédies auraient peut-être pu être évitées. Mais il reste aussi quelque chose de très fort, le courage de ces familles, la connexion entre deux mères unies par la même douleur et la décision de transformer la souffrance en combat, en aide et en changement. Amber Dubois et Chelsea King méritaient bien plus que cela, au moins qu'elles ne soient jamais oubliées. Voilà mes amis, quelle affaire lourde. Si vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour laisser un like ici, partagez-la avec ceux qui aiment connaître ces affaires horribles, partagez-la aussi. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire ici et restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt.